Bonjour Emmanuel, Bonjour Henri, vous allez bien? comme d'habitude. Et vous? Ça va. Bon, Première chaleur là, il fait chaud. Hein. c'est vrai. Dans notre studio là, Ah oui, on n'a oui. pas la clim. Hein. Sous les sunlight. Bien, alors aujourd'hui on va parler de ce dont on est fier, quelque part. On vient de travailler là, on a fait une requête pour la Cour européenne. C'est ça. Absolument. Alors, Vous avez fait une requête Non, avec ma collaboration. Non, nous avons fait une requête pour votre cas. Oui. Alors, on va expliquer un petit peu à nos spectateurs parce que je pense que c'est très intéressant, cette affaire est très très intéressante. Alors en gros, on rappelle les faits, vous avez donc été le créateur avec deux associés de la plus grande boîte de nuit de Paris qui s'appelait Locomotive, qui était à côté du Moulin Rouge, une entreprise florissante qui employait 50 personnes, qui marchait très bien. Ouais. Et puis, soudain, à l'issue d'une dénonciation calomnieuse, pour laquelle vous avez déposé une plainte, un blanc des renseignements généraux vous traitant de tous les noms, d'escrocs et de gangsters, de haut vol. Donc vous avez eu une perquisition générale qui a fini par rien du tout, mais un an après, un contrôle fiscal. Et ce contrôle fiscal a généré une facture de Grosso modo 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. Bon. Cumulés, hein, Oui. c'est-à-dire la locomotive en prenait une partie, et puis les associés étaient responsables évidemment pour une distribution de bénéfices non déclarés d'un tiers chacun. Voilà. Donc facture totale pour les trois associés pour la locomotive, 11 millions d'euros. Tout ça a été basé sur quelque chose que tous ceux qui nous écoutent connaissent parfaitement, c'est-à-dire cette espèce de chose très étrange des services fiscaux qui s'appelle l'estimation du chiffre d'affaires, la reconstitution du chiffre Oui, la d'affaires. reconstitution. Alors, il y a deux dadas, les services fiscaux ont deux dadas, c'est un, la reconstitution du chiffre d'affaires, et deux, la réévaluation des stocks. Donc c'est des espaces, si vous voulez, complètement évanescent parce que reconstituer un chiffre d'affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors dans le cas qui vous intéresse, à partir de deux ou trois petites fiches qui avaient été faites parce qu'il y avait un partage d'honoraires avec un présentateur. À partir de ces fiches et de ce partage d'honoraires, ils ont reconstitué 3 ans de comptabilité à partir de 25 fiches, c'est ça? Non, 45 fiches, 45 dont fiches. simplement 23 qui étaient... Oui, 23 fiches, donc 23 fiches, ça représente 23 soirées, quoi. Oui, c'est ça. Donc sur 23 soirées, ils ont reconstitué 3 3 ans. ans. 3 ans, ça fait 900, il y a 365 jours, c'est ça? Pas Oui, il semblerait, hein, depuis Jules César. Oui. Ça fait 1000 jours. Donc avec 25 jours, à partir de 25 jours, ils ont reconstitué la comptabilité de 1000 jours. Oui. Bon, évidemment sans aucune preuve, mais ça, s'ils font ça tous les jours, le fisc fait ça tous les jours chez les artisans, chez les restaurateurs, chez les commerçants, ils reconstituent, ils calculent à votre place ce que vous avez fait comme chiffre d'affaires. Bon. Mais ils le font avec beaucoup de prétention et beaucoup de certitude, ce qui fait que ça a l'air vrai, mais en fait, ce n'est quand même qu'une... C'est de l'enfumage. Oui, c'est ça, c'est une vision d'esprit. Voilà, c'est de l'enfumage, ils ont une argumentation qui tient la route, hein, mais qui repose sur rien. Alors dans cette affaire, ce qui est tout à fait intéressant et pour laquelle on a beaucoup d'espoir au niveau de la Cour européenne, dans cette affaire qui est très intéressante, le fisc très tonique Oui. fait sa reconstitution de chiffre d'affaires, balance ses 11 millions et poursuit Emmanuel au pénal, devant le pénal. Pour m'en mettre un peu plus. Voilà. Voilà. L'envoyer en prison. Alors, mais le pénal, c'est des gens sérieux. C'est-à-dire que le pénal, moi j'ai souvent essayé de faire condamner des gens du fisc, mais le pénal c'est très compliqué parce qu'il faut prouver un certain nombre de choses. D'abord, il faut prouver l'intention, ensuite, il faut prouver les faits. C'est-à-dire qu'on ne va pas au pénal en disant je pense que machin a fait ceci, a fait cela. Non, il faut avoir des faits. Donc le fisc arrive au pénal où il poursuit Emmanuel, c'est ça, et il se fracasse. C'est-à-dire le tribunal dit nous, vos preuves, pour nous, c'est pas des preuves. Voilà. En réalité, voilà. C'est des Alors, hypothèses. ce qu'il faut savoir, c'est que la notification de redressement portait sur 6 millions à peu près pour la locomotive, était basée sur 2 chevaux de bataille, c'est-à-dire la dissimulation de recettes, qui représentait 90% du redressement et 10% de frais généraux,
ils n'admettaient pas que je dîne au restaurant, Oui. ou voilà. Bon. Enfin, ils auraient bien admis que vous veniez au restaurant si ça n'avait pas été dans ces restaurants Voilà. somptueux. Voilà, absolument. Ouais. C'était ça le problème, en C'était fait. ça. Bon, non, restaurant somptueux, éliminé. Enfin, ça représentait que 10%. Oui. Vous auriez parfaitement pu payer la facture, complètement. c'était pas un problème. Bon, donc, allons-y pour les restaurants somptueux. Laissons-les aux hommes politiques, puisque quand on y va, ils sont pleins d'hommes politiques. En droit, nous, on n'a pas droit parce que notre argent, c'est pas le vôtre. Hein. Avec l'argent des autres, on peut aller dans ces restaurants. Avec le sien qu'on a gagné, on n'a pas le droit. Bon, c'est pas grave, on va C'est pas. bien vrai ce que vous dites. Hein, là. on va pas en Oui, faire oui. un fromage. Non, hein. non, fais pas un fromage. Voilà. Donc, très bien. Le tribunal dit, ben non, on est désolé, mais vos preuves, ça, on n'est pas d'accord. Sur la dissimulation de recettes. Sur la dissimulation, c'est-à-dire sur 90% du reste. Voilà. Le reste, le tribunal est d'accord, il ne faut pas les manger Oui, dans les oui, grands oui, restaurants, bon. sauf avec l'argent des autres. Voilà, Donc, bon. ça, il y a une unanimité là-dessus. Bien. Donc, moi, à partir de là, je pense que, ben, évidemment, le tribunal correctionnel ayant refusé, la facture n'est plus valable. En plus, le fisc n'a pas fait appel. Oui, le fisc ne fait pas appel. Voilà. Donc, Le fisc ne fait jugement pas appel, définitif. le jugement est définitif. Donc, pour moi, la facture n'est plus valable. Quand on en parle aujourd'hui. En réalité, à ce moment-là, le fisc continue à présenter la facture, malgré le jugement, et prend des garanties, c'est-à-dire commence à faire des saisies conservatoires, Il saisit tout. commence à saisir tout et donc à paralyser la vie de l'entreprise. Il saisit même les fonds de caisse. Voilà. Donc, face à ça, le réflexe d'Emmanuel et de ses associés est d'aller demander justice au tribunal administratif. Il y est enclin, puisque finalement la justice lui a dit, bah oui, c'est vrai. Oui. Donc il pense, bah, la justice m'a dit, c'est vrai, et le tribunal administratif va me dire, pareil. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Le tribunal administratif, lui, Non, parce que sinon, on ne serait pas là à raconter l'histoire. non, droit dans ses bottes, le tribunal administratif, au garde à vous. Oui, monsieur le comptrôleur des impôts, effectivement, vous avez raison. Votre roman que vous avez inventé, on est d'accord, pan. Et donc, il confirme les 100%. 11 millions d'euros de redressement sont confirmés. À ce moment-là, Comme dans Emmanuel tous et vos ses films, associés font je appel, l'appelle. ils vont à la cour d'appel, la cour d'appel dit « Ah non, mais non, là, effectivement, le tribunal s'est trompé, cour d'appel administrative. Hein. Oui, c'est le tribunal correctionnel qui avait raison, oui, les preuves ne sont pas suffisantes, oui, on supprime 90% du redressement, on en laisse 10. Très bien, bon, ça fout des coups au cœur quand même. Hein. Oui. Donc, je suppose qu'on boit le champagne, On boit le champagne très bien, tout va bien, et là... dans les grands restaurants, On va toujours. dans un restaurant, et là, manque de peau, pan, le fisc va en Conseil d'État. Et le Conseil d'État dit, oh, tout ça, c'est pas assez bien expliqué, vous devez pouvoir mieux l'expliquer, il faut recommencer. Il casse le jugement. Il casse ce jugement, on retourne à la Cour administrative d'appel de Paris, Toujours à Paris. Toujours à Paris. C'était d'ailleurs assez étonnant. laquelle a bien compris la leçon, et va Ouais. dire, alors elle peut pas quand même aller jusqu'à dire, vous devez tout, elle va dire, bon, ben, on va partager la poire en deux. Oui, en fin de compte, on ne sait plus où on en est. Allez, Au lieu de 11 millions, ça fera, 50-50. ça fera plus que 6. voilà, on est au sentier. 6 millions d'euros. Hein, bon, quand même 6 millions d'euros. Ouais. Mais là, c'est trop tard. De toute façon, même 6 millions d'euros, qui de toute façon ne sont pas dus, de toute façon c'est trop tard, l'entreprise a... Je suis déjà mort. Oui, l'entreprise est morte, elle a fait faillite, on n'en parle plus. Dernier avatar, on va au Conseil d'État, Emmanuel va au Conseil d'État, et là le Conseil d'État dit non, dossier, on ne le regarde pas. Non, c'est pas intéressant. Non, Rejet. on n'en veut pas. Rejet du dossier, on ne regarde pas. Oui, oui. Et l'affaire est terminée. Et nous voilà devant la Cour européenne. Alors devant la Cour européenne, on a quand même des arguments très forts. On a des arguments très forts et on se base sur, premièrement, l'article 4 du protocole 5, du protocole 7, pardon, de la Cour, qui dit que on ne peut pas être pour la même chose jugé deux fois de façon différente. On est en plein dedans. Ça, Hein, on ne peut pas être mieux. Alors donc, on explique à la Cour quand même, bon, ben, écoutez, là, vous voyez, voilà ce qui se passe, ben là, ça ne va pas du tout, quoi. Hein. Donc, d'autant plus que dans cette affaire, ce qui est quand même très intéressant, c'est que, vous voyez un peu l'astuce, c'est que ça n'est pas le fisc qui met au tribunal administratif Emmanuel et ses associés. C'est eux-mêmes qui y vont, parce que le fisc se contente de maintenir sa facture. et Alors, de maintenir toutes ces saisies. et tous ces... Alors moi je pense qu'on aurait peut-être pu à l'époque, mais c'est pas sûr, on aurait peut-être pu à l'époque aller simplement devant le GEX en disant bah, les factures ne sont plus bonnes puisque le tribunal
a rendu un avis qui dit qu'il n'y a pas, donc il n'y a plus que 10%, donc les factures ne sont pas bonnes, donc retirez les saisies et je refuse de payer. Le GECS aurait peut-être pu dire, ben oui, il n'y a pas de fondement. Et à ce moment-là, c'était au fisc de saisir administratif s'il avait voulu, mais ou de faire un appel. Enfin on ne saura jamais, c'est pas ce qui a été fait. Bon. Donc, toujours est-il que nous avons un argument qui nous paraît très bon. Et le deuxième argument, c'est l'argument traditionnel et connu de la Cour, c'est-à-dire, tout ça, ça dure 18 ans. Donc, c'est-à-dire que 18 ans... Ça a duré 18 ans. C'est quand même pas normal. C'est long. 18 ans, c'est quand même pas normal. Alors, on explique à la Cour, c'est ça aussi qui est intéressant, qu'en réalité, pourquoi on va à la Cour européenne? Parce que la problématique, elle est européenne. Parce que aujourd'hui, la France a vraiment des difficultés économiques. Une partie non négligeable de ces difficultés économiques tient au fait que les entrepreneurs sont complètement désespérés. Ils sont désespérés en partie par les contrôles fiscaux. Donc, si vous voulez, toute cette injustice, parce que ces contrôles fiscaux, on a très rarement la preuve, comme on l'a ici, c'est extrêmement rare, que les chiffres avancés par le fisc sont fantaisistes, puisque en règle générale, le fisc ne poursuit jamais tous ces gens qui prétendent être des fraudeurs, tous ces gens dont il dit que ce sont des fraudeurs, il évite très soigneusement de les présenter devant le tribunal correctionnel, parce qu'il n'a jamais de preuves. Parce que le fisc n'a jamais de preuves qu'il avance. Il avance comme ça, là, au hasard Balthazar. Donc, si vous voulez, ça c'est un truc... Très bien. Donc cette affaire, elle est tout à fait exemplaire. Alors on explique à la Cour, on dit, bon, on n'est quand même pas une simple affaire individuelle. On a la chance d'avoir en main, grâce à la résistance, parce que c'est toujours pareil, c'est les résistants quand même. C'est les résistants qui résistent. Hein. Oui, ça c'est pas les autres. Hein. Bon. Alors les résistants, nous on en est. Hein. Oui, c'est long quand même de résister. C'est long et dur. Ouais. Mais les résistants amènent un document qui est tout à fait incisif et tout à fait valable pour expliquer la détresse des entrepreneurs et la détresse de l'économie française. Et ça intéresse l'Europe, parce que la détresse de l'économie française intéresse l'Europe. C'est essentiel. Et dans cette détresse, il y a une grande partie, je dirais que objectivement la majorité de la détresse économique française tient à l'attitude de Bercy. Et l'attitude de Bercy, elle est particulièrement significative dans les contrôles fiscaux. Moi j'ai l'habitude de dire, vous savez, on s'est aperçu que Hitler était une crapule quand on a découvert les camps de la mort. On s'est aperçu que Staline était une crapule quand on a découvert les goulags. Bon, et si on veut s'apercevoir que nos hommes politiques sont des crapules, ben il faut aller à Bercy. Et il faut aller où? Il faut aller aux contrôles fiscaux, parce que c'est là que ça se passe. C'est là, si vous voulez, qu'il y a l'abattage. C'est là que les gens sont détruits. C'est là, bon. Donc voilà. Non, donc, ce qui était aussi intéressant, juste une petite parenthèse, c'est d'ailleurs dans votre papier, la suite de la mort lente. Donc on a découvert qu'il y avait eu une commission parlementaire qui avait été, dont le titre était l'exil. Pourquoi les Français foutent le camp en bon. Et il y a donc eu un PDG de GMX qui a subi un contrôle fiscal lui aussi dévastateur et qui a fini pour diverses raisons par accepter un redressement qui déclare n'est pas dû. Il dit surtout que les inspecteurs du fisc français sont d'une incompétence. Il a cet homme, mais ça vous pouvez le voir sur le blog, cet homme pas pris la voie contentieuse. Il n'a pas été voir la justice, il a été voir les hommes politiques. Oui, parce il a fait jouer des réseaux et il a fait baisser. Alors c'est quand même. Oui, il est passé de 18 millions, il est passé à 4, voilà. Mais il n'empêche que. Il dit que les 4 millions ne sont pas satisfaisants puisque de toute façon c'est du racket. Oui, hein, mais s'il avait contesté, il aurait dû donner une caution pour 15 millions. S'il avait contesté, il aurait payé les 18. Hein. S'il avait été au tribunal, il serait mort alors qu'il est. Donc il a intrigué. Bon, on ne peut pas le reprocher, hein, mais tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il faut avoir des réseaux, des relations, c'est pas évident. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il a été à la commission de l'Assemblée nationale et que nous, on n'y était pas. Non, mais c'est quand même un exemple intéressant. On a des choses à dire. Mais nous, on a des choses à dire parce que nous, on a lutté que lui, non. Nous, on connaît plus de choses que lui. On a lutté plus longtemps, déjà. Non, on connaît plus de choses que lui. Et on a été rétamé. Parce qu'on connaît toutes les arcades. Voilà. Tandis que lui, s'en est sorti. Bon, c'est bien. On ne va pas lui reprocher de s'en être sorti. Non. Il a sauvé son entreprise. Surtout qu'il vit en Suisse, donc il a sauvé son entreprise. On ne va pas lui reprocher son bonheur. Non.
Bon, voilà, c'était ça qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Finalement, on est assez content de notre opération et on aura dans 4-5 ans des nouvelles à vous donner de cette affaire. Si nous ne sommes pas morts d'ici là. C'est à peu près le délai de la Cour européenne, comme celle des autres. Ou on sera peut-être dans un goulag financier. Oui, on sera peut-être au restaurant du cœur. Oui. Alors, quel est le dernier livre... Vous avez tapé fort sur la oui, table. c'est vrai. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Non, je sais. J'ai lu ça. J'en ai déjà parlé. Je ne vous avais pas parlé du livre. Ah oui, c'est un très... Alors, ça s'appelle Dette, 5000 ans d'histoire. C'est David Graeber. Voilà le livre. Alors, ce livre, il faut le lire absolument parce que c'est très, très, très intéressant de voir comment la dette a toujours été un outil de pouvoir sur celui qui, évidemment, est endetté. Alors, parce que ce livre parle du monde et parle des siècles passés depuis pratiquement le début. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec l'analyse finale de ce monsieur qui en déduit que la dette est strictement... Enfin, qui laisse supposer que la dette, si elle était gérée par l'État, serait plus juste. Alors, moi, je crois exactement le contraire. Mais on arrive quand même au fait que la dette et la force, donc la force c'est l'État, c'est vraiment l'esclavage, depuis toujours, depuis toujours. Et aujourd'hui, l'endettement dans lequel nous sommes, que ce soit à titre privé ou que ce soit à titre collectif, à titre privé pour beaucoup de gens... c'est l'esclavage puisqu'on travaille pour les autres. Oui, et quand vous aurez lu ce livre, vous aurez... c'est très important parce que vous aurez une vision générale de la notion de dette et vous pourrez mieux replacer dans son contexte les fadaises de ce pauvre monsieur Hollande. C'est comme ça, quand il parle, le pauvre, c'est malheureux. Hein. Donc c'est le livre... Il a des lunettes maintenant, il est devenu brun. C'est le livre de l'été. Je le mettrais blond. Oui, c'est le livre de l'été. Oh non, parce pour que lire sur la plage. Oui, c'est ça, oui. Il ne faut pas mettre de sable. Voilà. Non, je suis sorti en 2013. Et puis il est d'un poids tout à fait raisonnable pour tenir la serviette de bain sur le sable. Non, mais ça se lit vite. Hein. Ça se lit vite parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, Emmanuel. Bon, donc, on vous dit à une prochaine fois. Il fera moins chaud. Oui. Allez, au revoir. Au revoir.